Salam alaikum. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier. Nous allons traiter la conduite à tenir devant un genou douloureux non traumatique. Vous savez tous que la gonalgie est la troisième pathologie en médecine générale. Donc, dans notre pratique courante, on voit beaucoup de genoux douloureux, d'autant plus que chez les personnes en activité. Donc, pour mieux prendre en charge le malade qui souffre, parce que tous, vous savez que la douleur du genou est une douleur handicapante, nous allons faire affaire au professeur Ahmed Bzad, qui est professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine. Il est chef de service du service de rhumatologie à l'hôpital militaire. Il est aussi directeur de l'UPR. Je lui laisse le soin de nous expliquer ce que ça veut dire l'UPR. Donc, le professeur Bzad pour nous en parler. Il a d'autres, Beza. Il a d'autres, beaucoup de diplômes, beaucoup de certificats. Donc, c'est une sommité. Vous êtes le bienvenu. Pour Merci nous beaucoup. Expliquer. Vous avez 45 minutes. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation du 10e congrès. Merci beaucoup pour la confiance. Et je remercie également le laboratoire Botu de m'avoir invité à animer cet atelier sur l'arbre décisionnel devant la gonalgie. Ça revient au même, hein. Conduite à tenir devant un genou douloureux, c'est exactement. On va terminer par un arbre décisionnel à la fin. L'UPR, pour vous expliquer, c'est l'unité de pédagogie et de recherche à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oran. Donc, c'est juste que vous soyez au courant de... Bon, donc là, on va passer rapidement. Donc là, la gonalgie, comme ça a été bien dit, c'est un motif de consultation qui est très fréquent en consultation de médecine générale, mais également dans toutes les spécialités qui s'intéressent au genou, toutes les spécialités, à savoir l'appareil locomoteur, hein, la rhumato, la traumato, la MPR. Donc, c'est un motif de consultation donc très fréquent. Et la démarche diagnostique devant un genou douloureux repose tout d'abord sur un interrogatoire. Donc, il faut bien interroger le patient. Si on fait un bon interrogatoire, on va arriver en général, à notre diagnostic avec un bon interrogatoire. Et bien sûr, un examen clinique bien mené. Et en cas d'épanchement articulaire, la ponction articulaire est un geste très important. Donc, c'est le meilleur examen quand on a un épanchement articulaire. Ça va vraiment différencier est-ce que c'est mécanique ou inflammatoire. Donc, c'est un complément de l'examen clinique. Et bien sûr, très souvent, on a besoin des radiographies standards. C'est obligatoire. Et l'échographie. Maintenant, on utilise beaucoup l'échographie. Le couple radio-échographie a une place très importante dans la prise en charge de genoux douloureux. Rarement, on aura besoin justement des examens sophistiqués, l'IRM, la TDM, dans certaines situations. Donc, un petit rappel anatomique rapide pour vous dire que l'articulation du genou, c'est une articulation portante, superficielle, composée en fait de deux articulations. L'articulation fémoro-patellaire avec les deux compartiments internes et externes et le compartiment fémoro-tibial avec le compartiment interne et externe. Et le tout est tenu par un système tendineux et ligamentaire. Donc, je crois, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Donc, sur le plan anatomique aussi, c'est très important. Sur le plan tendineux. Parce que très souvent, on a des malades qui viennent pour des problèmes de tendineux. Gonalgie, vous allez voir, il y a plusieurs diagnostics. C'est vrai, l'arthrose, ça reste la cause la plus fréquente, mais vous allez voir, il y a beaucoup de diagnostics devant une gonalgie. Et là, il faut connaître l'anatomie. Si on connaît bien l'anatomie, le patient, il va vous désigner là où il a mal, et c'est au médecin qui va dire, voilà, il a une tendinite quadricipitale. Donc, on commence par la face latérale. Ce que vous voyez, donc, le E1, c'est la bandelette iliotibiale. Donc, les patients qui viennent pour une douleur de la face latérale, il faut savoir un peu les structures qui sont présentes sur la face latérale. La bandelette iliotibiale, il y a le tendon de biceps fémoral, donc il est postérieur, il est postérieur externe. Il y a même, il y a l'articulation tibio-fibulaire, ou bien tibio-fibulaire, maintenant pas de boucle de fibula, tibio-fibulaire supérieur, qui peut être aussi source de douleur. Et sur la face antérieure, on a le grand tendon quadricipital, et le ligament patellaire qui s'insère entre la base de la rotule et la tuberosité tibiale antérieure. D'accord? Donc, c'est surtout ça.
les préférents. Sur la face médiale, il y a le ligament collatéral médial, ou bien le ligament latéral interne, le ligament collatéral médial. La patte doigt, vous savez, donc il est composé de 3 tendons, à savoir le sartorius, ou bien le couturier, le gracile, le droit interne et le demi-tendineux, et le semi-membraneux. Donc il est postéro, on va le voir même sur la face postérieure. Sur la face postérieure, donc vous le voyez avec trois insertions, avec un tendon direct, un tendon réfléchi, un tendon récurrent. Et bien sûr, il y a pas mal de structures qu'il faut voir sur la face postérieure. Sur le plan anatomie fonctionnelle, c'est très important. Ce qu'il faut savoir que sur le plan fonctionnel, on a un axe mécanique du membre inférieur, d'accord, qui passe par le centre de la tête fémorale, le milieu du genou et au milieu de la tibio-tarsienne. Et donc cet axe, il doit être vraiment rectiligne, 180 degrés. Donc en cas de vis architectural, en cas de genou varan par exemple ou de genou valgum, cet axe, il va se déplacer soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, et ce qui va entraîner justement une surcharge, soit du compartiment interne, soit du compartiment externe, et vous allez avoir une arthrose sur le compartiment un peu surchargé. Bon, l'interrogatoire, comme on a dit, l'étape très importante, bien sûr, il faut se renseigner sur l'âge, l'état, beaucoup plus pour les médicaments qu'on va utiliser par la suite. L'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatopathie, est-ce qu'il y a un problème d'insuffisance rénale, de rein, la profession du patient, le sport pratiqué, la notion de traumatisme, beaucoup de choses, hein, donc, l'interrogatoire, comme on a dit, il faut que ce soit bien détaillé. Et la douleur reste le motif de consultation le plus fréquent. Il faut préciser le caractère de la douleur. Est-ce qu'elle est mécanique ou inflammatoire? C'est très important. Si vous arrivez à faire la part des choses entre mécanique et inflammatoire, c'est très bien. Parce que là, les étiologies, ils sont tout à fait différentes. Donc, première étape, il faut vraiment prendre un peu de temps pour voir est-ce que la douleur, elle est mécanique ou inflammatoire. Si vous êtes dans le mécanique, les étiologies, elles sont là. Inflammatoire, ça demande de l'exploration. Et donc, c'est très important. Également, le mode d'apparition. Est-ce qu'il est aigu ou chronique? Les étiologies d'aigu, c'est pas les mêmes que les étiologies de gonalgie chronique. D'accord? L'intensité de la douleur, ça va vous donner une idée sur les médicaments que vous allez utiliser par la suite. C'est très important. Normalement, il faut évaluer par une échelle visuelle de la douleur. Je crois qu'il faut commencer à le faire, hein. Il faut commencer. C'est subjectif, mais ça nous donne une idée. Donc, si il vous dit, il a une VA à 8, c'est pas comme une VA à 3. Donc, c'est pas la même chose. Et les irradiations, c'est très important, les irradiations. Les radiations de douleur de genou, en général, les gonalgies, en général, il n'y a pas d'irradiation. Rarement qu'il irradie vers la face antérieure de la jambe. Quand il vous dit qu'il a mal au niveau du genou et ça irradie vers la cuisse, probablement c'est autre chose que le genou. Probablement c'est soit la hanche, soit une cruralgie, par exemple. Et le siège est très important à faire préciser par le doigt du patient. Il faut dire au patient de vous préciser là où il a mal. Si lui qui sent la douleur, il va vraiment vous orienter vers la structure qui fait mal. Donc, pour la face antérieure, voilà, donc la face antérieure, si le patient vous montre par sa paume de la main, il a mal comme ça, c'est beaucoup plus une chondropathie rotulienne. Donc, c'est plutôt une arthrose rotulienne. Donc, s'il vous montre, par exemple, là, à ce niveau-là, il vous montre au-dessus, c'est le tendon quadricipital. Là, troisième, c'est dommage que j'ai pas le... Donc, troisième situation. Là, c'est une tendinopathie rotulienne proximale. Et là, c'est une tendinopathie rotulienne distale. L'insertion distale, ou bien, quand il s'agit d'un sujet jeune, ce qu'on appelle le syndrome de Schlüter. La tuberosité, les sujets jeunes, les enfants de 12, 14 ans, ils ont une douleur au niveau de la TTA, la tuberosité tibiale antérieure. C'est beaucoup plus, surtout les enfants qui font beaucoup de sport. Le tendon, il n'est pas encore fixé, et donc il y a un étirement de tendon, et ça peut donner une petite tuméfaction à ce niveau-là, ce qu'on appelle le syndrome de Schlüter. Sur la face médiale, si le patient vous montre par sa paume de la main, sur la face médiale, c'est beaucoup plus une gonarthrose fémoro-tibiale médiale. Sur le genou, vous voyez, donc le genou, il est tendu, là, c'est le genou, il est fléchi, 90, c'est beaucoup plus le ménisque médial. Là, c'est le ligament latéral médial. Là, c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là, qu'est-ce qui ça sert à ce niveau-là? C'est la patte doigt. Ça, c'est très fréquent, la patte doigt. Le traitement, il n'est pas le même. Parce que là, les gens, ils sont traités pour une arthrose, par exemple, du genou, alors que c'est une
pas de doigt, c'est tout à fait différent. Ce qui explique parfois l'échec des médicaments. Donc, si on fait un bon diagnostic, en général, les médicaments, ils marchent. La flexion, voilà, quand on fléchit bien le genou, ça, c'est les fractures secondrales. Les patients qui sont suivis pour une arthrose du genou et qui viennent un jour, j'ai très mal. Après une marche longue, il a très mal. C'est des gens qui font des fractures secondrales. Surtout, oui, des fractures secondrales. Ou bien, carrément, vous voyez, une flexion maximale à 120 degrés et vous palpez le condyle fémoral. Ça, c'est l'ostéonécrose du condyle fémoral. Vous voyez, donc, juste avec l'examen, l'interrogatoire de l'examen, on a déjà des diagnostics. On est bien orienté. Sur la face latérale, on a dit les structures qui sont sur la face latérale. Il y a la bandelette iliotibiale, le ligament collatéral médial, et là, c'est le ménisque latéral. D'accord? Deuxième élément, le blocage. C'est fréquent comme symptôme. Soit c'est un vrai blocage, c'est donc en flexion. Le patient vous dit donc j'arrive pas, la jambe elle est fléchie et j'arrive pas à l'étendre. Ça c'est une lésion méniscale. Ou bien des pseudo-blocages, ce qui est fréquent, c'est donc l'arthrose fémoro-patellaire. Ou bien les dérobements à la marche. Le patient, le genou qui lâche à la marche, soit dans les escaliers ou en terrain accidenté, ça oriente beaucoup plus vers une arthrose fémoro-patellaire. L'examen de genou, on a dit donc, c'est maintenant qu'on arrive à l'examen de genou. Il faut examiner le patient debout, d'accord, pour voir les troubles statiques sur le plan frontal, un genou varum, voilà. Donc là, normalement, il faut mesurer la distance intercondylienne, un genou valgum, une malposition rotulienne. Sur le plan sagittal, un genou flexum, d'accord, c'est l'inverse de genou recurvatum, le genou fléchi, donc il y a un défaut d'extension de genou. L'étude de la marche, il faut faire marcher le patient. S'il a une boiterie à la marche, un sujet jeune qui a une boiterie à la marche et qui a des douleurs mécaniques d'un seul genou, ce qui est fréquent, c'est l'inégalité des membres inférieurs. Il faut faire marcher les patients. Il ne faut pas se précipiter à examiner le patient sur une table d'examen. Position couchée, bien sûr, il faut inspecter, voir est-ce qu'il y a des signes inflammatoires locaux, s'il y a des penchements. La palpation, il faut bien sûr chercher un choc rotulien. On recherche les touchés rotuliens. Donc, on palpe la face latérale de la rotule. On subluxe la rotule par le pouce, donc on la subluxe, et on palpe la facette latérale de la rotule. D'accord. On pousse on subluxe la rotule avec le pouce et on palpe avec la face latérale. Si on déclenche la douleur, c'est en rapport avec une arthrose fémoro-patellaire. Après, on va étudier la mobilité, les recherches de mouvements anormaux, les tiroirs, l'axité, on va les voir, les tests méniscaux, l'Ackman, le Grendel test, et mesurer le périmètre quadricepital. Donc, c'est vrai, donc, quand on a, ça vous donne une idée sur la chronicité des douleurs. Un genou qui fait mal depuis longtemps, ça va retentir sur le muscle quadricepital. Parce que ça, rapidement, il va s'atrophier. Voilà le tiroir antérieur. Donc, sur un patient d'équipeuse ventrale, genou fléchi à 90 pratiquement. Voilà, donc on bloque le pied et on fait un moment de translation d'arrière en avant et vous allez voir les os de la jambe qui viennent vers vous. Donc, ça témoigne d'un tiroir antérieur. Postérieur, c'est l'inverse. Et le Grendel test, c'est le plus facile. Donc, patient en équipeuse ventrale, genou fléchi à 90 et on fait des moments de rotation interne pour explorer le ménisque externe et rotation externe pour explorer le ménisque interne. Donc, c'est l'inverse. L'examen clinique, toujours, bien sûr, en fonction du contexte. Si la douleur est inflammatoire, avec ou sans épanchement, là, il faut chercher les autres signes associés, les signes généraux. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a des frissons? Une porte d'entrée? Est-ce qu'il y a eu une infiltration quelques jours auparavant? Les signes extra-articulaires. C'est clair, là, il faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas d'aphte, est-ce qu'il n'y a pas de diarrhée, est-ce qu'il n'y a pas de signes cutanés, de psoriasis, là, on rentre un peu dans ce qu'on a, les remèdes inflammatoires. Donc, il faut chercher les signes extra-articulaires qui vont nous orienter vers le diagnostic exact. C'est pas le genou qui va nous orienter, c'est les signes extra-articulaires qui vont nous orienter vers tel ou tel diagnostic. Si quelqu'un qui a une monarthrite de genou chronique et que vous trouvez qu'il a une arthrose bipolaire, c'est B7. Donc, c'est les signes extra-articulaires qui vont vous orienter vers le diagnostic. Donc, et bien sûr, il ne faut pas se limiter au genou, il faut examiner les hanches. Ça, on le dit tout le temps. L'examen du rachis, l'examen somatique complet. Donc, comme on le dit tout le temps, le patient, il faut le voir dans sa totalité. La ponction articulaire, on a dit, s'il y a un épanchement, il faut la faire. Donc, c'est un bon examen. Ça va vous orienter vers le type de douleur, est-ce que c'est mécanique ou inflammatoire, sauf ça demande une asepsie très rigoureuse.
Donc là, c'est un geste qui est simple, tout le monde peut le faire, mais attention à l'asepsie, parce que là, on part directement, on fait rentrer l'aiguille de la peau à l'articulation. On peut transformer un truc simple, une arthrite, une poussée congestive d'arthrose, à une arthrite septique de pronostic très grave. Donc, vous pouvez faire la ponction, mais attention à l'asepsie rigoureuse. D'ailleurs, il faut badigeonner du milieu vers la périphérie plusieurs fois, 3 à 5 fois, et vous pouvez faire la ponction, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, si vous faites la ponction, il faut savoir analyser le liquide, les 3 tubes, cytologie, bactériologie, microcristaux et la bactérie. Bon, au terme de l'examen clinique, en principe, une fois qu'on a interrogé, qu'on a examiné, en principe, déjà à ce stade, on peut dire qu'on est devant une pathologie mécanique ou inflammatoire. C'est clair. Après l'interrogatoire de l'examen, déjà, on sera capable de dire on est devant une pathologie mécanique inflammatoire. Et bien sûr, il faut éliminer les diagnostics différentiels. D'accord? On a dit une douleur de la hanche peut commencer par un genou. Devant toute douleur de genou, il faut examiner la hanche. Ça, on le dit toujours. Une cruralgie. Quelqu'un qui a mal au genou et qui irradie vers la cuisse, attention, soit la hanche, soit la cruralgie, et bien sûr, une phlébite. Donc ça, il faut pas passer à côté du phlébite. Donc là, vous aurez tous les signes de la phlébite, une jambe rouge, tuméfiée. Les radiographies standards. Donc, qu'est-ce qu'on demande comme radiographie? Normalement, toujours en charge. Quand vous demandez la radiographie du genou, c'est toujours en charge. Les faces, chousse, c'est une très bonne incidence. C'est le patient, il est debout avec une flexion à 30 degrés et des rayons postéro-antérieurs pour voir ce qui se passe au niveau du compartiment postérieur. Et l'incidence fémoro-patellaire à 45 degrés, c'est pas la peine de demander 30, 60, 90, ça sert à rien. Et parfois, c'est très mal fait par le technicien. Donc, il vaut mieux 45, c'est facile à voir l'angle et ça nous donne des renseignements, le profil en charge aussi. La biologie, en général, devant une douleur mécanique, rien, on va rien demander, sauf pour le terrain. Systématique, quelqu'un qui a une arthrose, c'est quelqu'un qui est candidat justement à un traitement antalgique au long cours. Il faut avoir une idée sur le foie, sur le rein, sur la numération. Donc, systématique. C'est clair, il faut le faire systématiquement. C'est des malades qui vont prendre des médicaments au long cours. Il faut avoir une idée sur ces organes-là. Et une douleur inflammatoire, ça c'est clair, il faut un bilan inflammatoire et bien sûr un bilan étiologique en fonction de votre orientation. Bon, au terme de ces bilans cliniques, biologiques et radiologiques, ça c'est clair qu'on a affiné encore notre démarche diagnostique. Donc, pathologie mécanique inflammatoire. Et donc, on passe au diagnostic étiologique. On va voir les étiologies mécaniques avec radiographie anormale, des étiologies mécaniques à radiographie normale, et après, on va s'attaquer aux étiologies à sémiologie inflammatoire. Pour les étiologies mécaniques avec radiographie anormale. Donc, radiographie anormale, soit c'est l'os qui est anormal, soit c'est l'interligne articulaire. On va commencer par radiographie anormale avec interligne pincée. Donc, il y a un pincement de l'interligne articulaire. Et là, pratiquement le diagnostic le plus fréquent, c'est la gonarthrose. Donc là, vous voyez les radiographies en charge. D'accord? Ça, c'est en extension. Ça, c'est le chousse. Pour vous dire, vous voyez, donc c'est le même malade, hein, c'est le même malade. Si on se limite juste aux radiographies en charge, on peut dire qu'il a, une petite arthrose avec un pincement fémoro-tibial interne. Si vous faites le chousse, vous voyez, le pincement, il est vraiment plus important. Donc, si vous avez à demander une radiographie du genou, je préfère le chousse. À condition que le technicien le fera bien. C'est ça le plus important. Ces patients, il est debout avec une flexion à 30 degrés et des rayons postéro-antérieurs pour voir les compartiments postérieurs. L'arthrose, il débute très souvent en postérieur. Et voilà l'incidence fémoro-patellaire 45 degrés. Donc, c'est largement suffisant. Vous voyez l'articulation normale à droite. Et les pincements internes et externes, c'est largement suffisant. C'est pas la peine d'irradier le patient 30, 60, 90, ça sert à rien. Donc, on passe aux douleurs mécaniques avec radiographie anormale et interligne normale. Dans ce cas, l'interligne, il est normal. On va voir, c'est beaucoup plus l'os qui est anormal. Et donc là, j'ai fait des quiz, si vous voulez. Quels sont vos diagnostics? Algodystrophie, ostéonécrose de condyle fémoral interne, ostéochondrite, maladie osseuse de Paget, ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre-Marie. Hein?
Donc là, il n'y a pas de pincement, c'est l'os qui est anormal. Donc pratiquement tout ça. Bon, l'algodystrophie, contexte particulier. Quand est-ce qu'on va penser à l'algodystrophie? C'est devant un contexte particulier. Quelqu'un qui a un antécédent de traumatisme, même bénin, dans 3 semaines auparavant, il a eu un traumatisme, il chute sur le genou, il n'est pas très grave, mais ça peut causer une algodystrophie. Une ablation d'un plâtre, ça c'est fréquent. Après l'ablation d'un plâtre, il y a des gens qui font une algodystrophie du genou. Et la prise médicamenteuse. Donc, il faut se renseigner sur ce qu'il prend, les corticoïdes. Non, c'est pas les corticoïdes. Je suis désolé. Donc, j'allais les mettre dans l'ostéonécrose. C'est pas les corticoïdes. C'est les oniazides, l'antivacillaire et les antirétroviraux. Quelqu'un qui est sous antivacillaire, qui a une douleur aiguë de l'épaule ou de genou, il faut le mettre. Il y a un lien, hein. Donc, c'est possible. L'algodystrophie migratrice, il y a des malades qui font une algodystrophie qui commence au niveau de pied, après il fait le genou, la hanche, il circule. Donc, et là, ce que vous voyez sur la radiographie, c'est l'interligne, il est tout à fait normal, mais vous voyez, il y a une diminution mouchetée de l'articulation, pratiquement de toute la région. L'algodystrophie, c'est une maladie pratiquement de la région. Si on fait une IRM, vous allez voir, même les muscles, ils sont inflammés. On est persignal. Pour l'ostéonécrose de condyle fémoral interne, c'est les causes favorisantes, c'est la gonarthrose fémorotibiale interne un peu évoluée. C'est des patients qui sont en général suivis pour une gonarthrose jusque-là bien. Un jour, il vous dit, aujourd'hui, j'étais assis, je viens de me lever et j'ai eu très mal. Donc, c'est une poussée d'arthrose. Ça peut être la poussée soit synoviale, et donc là, vous allez trouver un épanchement articulaire. Si vous ne trouvez pas d'épanchement, il faut penser justement à l'ostéonécrose. Donc, il n'y a pas que la poussée congestive synoviale, ça peut être une poussée osseuse, ou là, une poussée méniscale aussi. Une fissure méniscale grave. Prise médicamenteuse, donc les corticoïdes, comme toutes les ostéonécroses. Post-traumatique, les vascularites, donc on va rentrer dans et les hémoglobinopathies, la drépanocytose. Un sujet jeune, il faut penser à la drépanocytose. D'accord? Donc, vous voyez, donc, sur la radiographie, donc, ça, on demande les radiographies de deux côtés. Vous voyez, de côté, vous voyez, voilà le foyer d'ostéonécrose. Vous voyez, donc, une petite lacune sur le compartiment, sur le condyle fémorotibial interne. D'accord? Donc, vous voyez, normalement, le condyle, il est convexe. Quand on voit, ça, c'est un stade évolué. Mais au tout début, on va rien voir, l'ostéonécrose. Le diagnostic, c'est l'IRM. Si vous voyez le patient tout de suite après l'épisode aigu, la radiographie, vous n'allez rien voir. Vous pouvez trouver des signes d'arthrose, mais qui n'expliquent pas de la poussée. Donc là, il faut penser, surtout si vous donnez les médicaments et ça ne fait rien, le patient vous dit, j'ai rien du tout, je sens aucune amélioration. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas encore prolonger les médicaments, il faut penser justement à ce diagnostic et demander là, dans ce cas-là, demander une IRM. L'IRM, c'est elle qui va vous dire le diagnostic exact. Soit d'ostéonécrose, soit de fracture sous-chondrale. C'est le meilleur examen vraiment au stade de début. La maladie osseuse de Paget, ça c'est une maladie qu'on voit pas beaucoup, c'est des sujets âgés. C'est une dystrophie osseuse bénigne qui peut toucher justement un os, on parle d'homonostotique ou plusieurs os polyostotiques, d'accord? Et donc là-bas, se manifeste par une hypertrophie avec une déformation de tibia, vous voyez, donc le tibia en sabre. Et une fois que vous avez ça, il faut demander une scintigraphie, bien sûr, pour voir un peu les autres localisations. Ça, c'est quelque chose de l'ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique. Ça aussi, il faut penser à ça. Quelqu'un qui est un grand tabagique et qui vient pour des douleurs de genoux, c'est possible qu'il y ait de l'arthrose à côté. Mais il faut pas se limiter qu'à l'arthrose. C'est des douleurs qui sont un petit peu inflammatoires, qui réveillent le patient, qui a mal pratiquement pas uniquement de l'articulation, il a mal au niveau de la jambe, au niveau du fémur. Attention à l'ostéo et bien analyser les radiographies. Donc là, si vous voyez sur la radiographie, là, vous voyez il faut toujours voir la corticale. Toujours voir la corticale. Une réaction périostée. Vous voyez? Là, vous voyez une réaction périostée. Donc, il faut demander justement une scintigraphie osseuse qui va confirmer de la périostite, ce qu'on appelle la périostite tanguinante. Et là, il faut chercher, ça c'est un syndrome paranéoplasique. C'est un syndrome paranéoplasique, il faut chercher l'origine. La cause la plus fréquente, c'est le poumon.
On a eu des malades qui sont venus comme ça, mais pas comme ça. Des cancers vraiment tout petits. C'est au scanner qu'on a fait le diagnostic. Et c'est des patients qui sont venus pour des gonalgies. Ils n'ont rien compris. Quand tu lui demandes gonalgie, tu lui demandes scanner thoracique, il vous dit mais pourquoi? Il faut penser à ça aussi. Quelqu'un, un grand tabagique qui a mal au genou et qui radie vers la jambe, bien analyser les corticales pour voir est-ce qu'il y a une périostite. Bon, on passe maintenant aux étiologies mécaniques avec radiographie normale. D'accord? Quels sont vos diagnostics? Donc là, les pathologies tendineuses et bursales, les bursites, la pathologie méniscale, il y a un S qui a glissé, gonarthrose débutante, la chondromatose synoviale, les pathologies secondaires à une coagulopathie, l'hémophilie, l'algodystrophie débutante, l'ostéonécrose aseptique débutante et une fracture secondrale. C'est pratiquement tout, pratiquement les étiologies, il y en a encore. Quand on a mal au niveau du tendon, on va rien voir sur la radiographie. C'est pour vous dire un peu l'intérêt de l'examen clinique. Donc là, l'échographie, c'est clair, il prend beaucoup de place maintenant en rhumatologie. Pour le genou, par exemple, sur le genou, vous voyez, donc c'est une coupe sagittale de tendon ou bien du ligament patellaire. C'est une structure qui est hyperéchogène. D'accord? Vous voyez la corticale de l'os qui est régulière en cas de tendinopathie, voilà. Donc un épaississement hypoéchogène de la partie proximale de tendon avec, vous voyez, la corticale qui est régulière avec une érosion. Donc ça, c'est une tendinopathie proximale de tendon ou bien de ligament patellaire. Voilà, avec le Doppler qui montre un peu l'inflammation. Ça, une tendinopathie distale de ligament patellaire. Les bursites, c'est des petites poches liquidiennes qu'on trouve pratiquement tous les tendons. Là où il y a un tendon, il y a une bourse au-dessous. Subhanallah. Donc voilà, donc, oui. Sinon, s'il n'y avait pas ces bursites, rapidement, on va, oui. Avec le conflit os-tendon, ça va digérer rapidement. Donc là, c'est une bursite, c'est des petits penchements. Donc là, c'est aigu. Vous voyez, donc le liquide, il est noir. Alors que là, c'est chronique. Et ça, c'est infrapatellaire. Et là, c'est suprapatellaire superficiel avec un Doppler positif. La tendinopathie de la patte doigt, un épaississement. Donc l'intérêt de l'échographie, justement, c'est de faire le comparatif. Comparer le côté sain au côté pathologique. Et vous aurez la différence. Les semi-membraneux, on commence à faire beaucoup de diagnostics avec l'échographie. C'est vrai, il nous a aidé beaucoup. On fait des diagnostics précis avec l'échographie. Donc là, un tendon normal, un tendon pathologique, vous voyez le tendon qui est hyperéchogène et entouré du liquide de part et d'autre. Ça, c'est une ténobursite de semi-membraneux. Le syndrome de l'essuie-glace, c'est l'atteinte de la bandelette iliotibiale chez les cyclistes en général, ou bien les gens qui font de footing. Et vous dire, une fois que je commence à courir, donc j'ai mal sur la face latérale, il faut penser à ce diagnostic. Les kystoplité. Kystoplité, donc c'est bien, vous voyez, on voit même la communication avec l'articulation, et ça nous aide justement de faire des ponctions. Donc l'échographie, c'est beaucoup d'importance en rhumatologie. Les étiologies mécaniques avec radiographie normale, l'intérêt de l'IRM, justement, dans l'ostéonécrose débutante, ou bien dans les fissures méniscales, c'est l'IRM, donc la chondromatose synoviale aussi. Chondromatose synoviale, c'est une métaplasie de la synoviale. Au lieu de sécréter les liquides, il sécrète des chondromes. Il fabrique des chondromes, et donc là, on ne les voit pas sur la radiographie. Tant que ils ne sont pas ossifiés au stade de chondrome, on voit pas. Donc c'est l'IRM qui va nous faire ce diagnostic. Chondromatose, en général, c'est les sujets jeunes. Un sujet jeune qui a une arthrose débutante, il faut trouver une explication. Il faut penser à la chondromatose. C'est une étiologie. L'algodystrophie débutante, l'ostéonécrose aseptique débutante, fracture secondrale, ça c'est l'IRM. Donc si vous voulez faire un diagnostic précoce au tout début, avant que ce soit apparu sur la radiographie standard, ça prend beaucoup de temps pour que les lésions apparaissent sur la radiographie standard, il faut penser à ces diagnostics et demander une IRM. L'IRM va vous dire exactement le diagnostic, soit ostéonécrose, soit fissure secondrale, soit une algodystrophie. Et ça, c'est les causes un peu les plus fréquentes des gonalgies, des poussées de gonalgie. Pour les étiologies à sémiologie inflammatoire, le contexte clinique là est primordial. Donc là, vous allez avoir des douleurs inflammatoires, des douleurs qui réveillent le patient la nuit, le matin il est raide, d'accord. Donc là, c'est tout un contexte. Donc justement, il faut bien
prendre le temps pour voir le caractère inflammatoire. Si c'est inflammatoire, c'est autre chose. Il faut chercher les signes extra-articulaires, les signes accompagnateurs. Donc là, la ponction articulaire, c'est clair. Ça va nous donner, ça va vous renseigner sur le caractère du liquide. Et le bilan biologique, c'est clair qu'il faut faire tout un bilan, hein, voir quelle étiologie. Bilan inflammatoire et un bilan étiologique orienté. Donc, soit qu'il s'agit d'une monoarthrite aiguë, et donc là, quand c'est une monoarthrite aiguë, le premier diagnostic, c'est l'infection. L'infection. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut éliminer une articulation, n'importe laquelle, que ce soit le genou, la hanche, l'épaule, une seule articulation qui fait très mal, surtout s'il y a un contexte un peu infectieux, c'est clair. Donc, c'est l'arthrite septique, c'est le pronostic vital, le pronostic fonctionnel qui sont mis en jeu. Ou bien les arthrites post-infectieuses, les arthrites réactionnelles. Donc, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas une infection génitale, une infection digestive, 2-3 semaines auparavant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'interrogatoire est très important. Si on cherche tout l'interrogatoire. Métabolique aussi, sujet âgé ou un peu obèse, polymédicamenté, attention justement à la goutte chez la femme et la chondrocalcinose, la goutte chez l'homme et la chondrocalcinose chez la femme. C'est un peu l'équivalent de la goutte chez l'homme. Et rhumatismal, bien sûr, ça peut être un début atypique d'une polyarthrite rhumatoïde, ça peut être une spondylarthrite. D'ailleurs, une monarthrite chez un sujet jeune masculin, on a dit l'infection, mais juste après, il y a la spondylarthrite. Sujet jeune masculin qui a une monarthrite du genou, une fois qu'on élimine l'infection, deuxième diagnostic, c'est la spondylarthrite. Donc, il faut justement chercher, est-ce qu'il y a des lombalgies, est-ce qu'il y a des fessialgies, est-ce qu'il y a des antécédents personnels, familiaux, d'accord? Donc, attention, et comme ça, on fera les diagnostics à un stade très, très précoce. Ça peut être une connectivité qui commence, hein. Un lupus, il peut commencer par une arthrite du genou. Donc, tout. Quand c'est inflammatoire, ça peut être n'importe quoi. Tout. Donc, c'est l'intérêt de chercher des signes extra-articulaires. C'est ça qui va vous orienter vers le diagnostic. Soit il y a une diarrhée chronique, et ça peut être un Crohn, par exemple, une LCH. Soit qu'il a des lésions de psoriasis, ça peut être un rhumatisme psoriasique. Je sais pas, une uvite, ça peut être une spondylarthrite. B7. Et donc, l'intérêt de chercher, en cas de pathologie inflammatoire, c'est les signes extra-articulaires. Donc, juste pour vous montrer la chondrocalcinose articulaire, le diagnostic, il est radiologique. Donc, qu'est-ce qui va nous montrer la radiographie? C'est un liseré calcique. Vous voyez, donc, un liseré calcique au niveau de l'intérieur articulaire. Donc, au niveau du genou, on le cherche essentiellement au niveau du genou, au niveau des poignets, au niveau des épaules, au niveau du bassin. Donc, quand on suspecte fortement une chondrocalcinose, si on ne trouve pas le liseré au niveau du genou, on peut le chercher au niveau du poignet, au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau de la hanche, au niveau de la symphyse pubienne. Donc, on va trouver. Quand on suspecte, oui. Quand on suspecte une chondrocalcinose. L'échographie aussi, elle nous montre des choses extraordinaires, hein, la chondrocalcinose. Vous voyez, sur le sujet sain, là, ce qui est blanc, c'est la corticale de l'os. Au-dessous, c'est noir, c'est le condom, bien sûr. Ce qui est au-dessus, c'est le cartilage. Vous voyez, dans la chondrocalcinose, vous voyez des calcifications intracartilagineuses. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est des calcifications intracartilagineuses. C'est ce qu'on voit dans la chondrocalcinose. Et là, de ce côté-là, c'est la goutte. Donc, il y a ce qu'on appelle le signe de double contour. Donc, d'accord, il y a un épaississement de l'interface superficielle du cartilage. Donc, avec l'échographie, on peut faire des diagnostics très rapides. Donc, on voit les calcifications avant même la radiographie standard. Pour quand il s'agit d'une monarthrite subaiguë chronique, les infections toujours, là, c'est la tuberculose. Attention, la brucellose, la syphilis, donc il y a beaucoup de choses, hein. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien interroger votre patient. Les arthrites réactionnelles, ça peut être subaiguë chronique. Les infections rhumatismales, comme on a dit, la PR, la spondylarthrite, les connectivites. Les arthroses intermittentes. Les arthroses intermittentes, c'est des patients, des jeunes en général, qui font des épanchements récidivants de genoux. Des épanchements récidivants. Chaque fois, ils font un épanchement, on l'infiltre, il peut rester 3-6 mois, et après, il reprend, et on les suit. Soit ces arthroses, ils peuvent rester comme ça, intermittentes, soit ils peuvent évoluer vers un rhumatisme bien défini, une spondylarthrite, une PR, un rhumatisme psoriasique.
Ah oui, donc c'est des arthroses intermittentes, des jeunes. C'est un diagnostic en général chez les jeunes. Maladie B7, la sarcoïdose, vous voyez, donc, pratiquement toute la rhumatologie, quoi. Les étiologies plus rares, la sémiologie inflammatoire, la synovite vilonodulaire, qui est une tumeur de la synoviale. C'est une tumeur de la synoviale qui est bénigne, mais qui est parfois méchante, hein, parce que ça récidive. Le risque, c'est la récidive. Et donc là, le diagnostic, en général, c'est un sujet jeune. Quelqu'un qui a un genou, un tuméfié, quand il y a des petites choses qui nous orientent vers la synovite, c'est quand on fait la ponction, c'est un liquide qui rouille. C'est pas rouge, mais rouille. Parce qu'il y a beaucoup de fer. Il reste 13 minutes. D'accord. Là, je termine dans l'heure, Inch'Allah. La synovite vilonodulaire, la ponction, le liquide articulaire, il n'est pas gencitrien, il n'est pas hématique, il est rouille. Donc ça nous donne une idée sur le diagnostic. Ici, l'IRM qui va vous faire le diagnostic. L'IRM, il va vous dire, il s'agit bien d'une synovite vilonodulaire. Il y a des signes spécifiques à l'IRM. L'ostéochondromatose. L'ostéochondromatose, c'est des chondromes qui devient ossifiés. Et donc là, on va les voir sur la radiographie standard. Donc, sauf quand on trouve sur une radiographie pour la première fois une ostéochondromatose, on ne sait pas. Est-ce que c'est secondaire à l'arthrose ou bien c'est la chondromatose qui est primitive? Si on fait rien à la chondromatose, il va évoluer vers l'arthrose. Et l'arthrose elle-même, elle va donner une ostéochondromatose. Donc, les deux. Donc, s'il s'agit d'un sujet jeune, en général, très souvent, c'est la chondromatose qui a évolué vers la gonarthrose, qui est responsable. L'ostéomostoïde. Ça aussi, il faut y penser à l'ostéomostoïde. C'est une tumeur bénigne qui fait mal le soir et rien sur la radiographie. Donc, on a eu des cas, un jeune, je sais pas ce que je crois que je vais vous en parler. Une tumeur synoviale maligne, ça peut être aussi, des trucs sérieux, hein. Tumeur synoviale maligne, ou bien une tumeur osseuse bénigne ou maligne. Attention. Donc là, je vous parle vous voyez, donc l'ostéomostoïde, c'est quoi le diagnostic? C'est la scintigraphie osseuse. Une fois vous suspectez l'ostéomostoïde, c'est simple, c'est de l'ordre inflammatoire le soir. En général, des sujets jeunes, le soir, et quand vous examinez le genou, rien. Il n'est ni épanchement, ni rien du tout. La radiographie standard, rien, normal. Et si vous faites même une IRM sans orienter le radiologue, il peut vous dire l'IRM est tout à fait normal. Donc là, l'intérêt c'est le soir. En général, il est bien la journée. C'est le soir, et normalement, il répond à quoi? L'ostéomostoïde? À l'aspirine. Le test à l'aspirine. Quand vous suspectez, vous donnez l'anti-inflammatoire ou l'aspirine. En général, c'est des patients qui répondent à l'aspirine. Et donc là, il faut faire une scintigraphie osseuse qui va vous montrer, vous voyez, donc une fixation intense, un point. Et là, il faut faire un scanner millimétrique qui va vous montrer le nidus, qui est l'image caractéristique de l'ostéomostoïde. Là, c'est voilà, donc ce que je vous dis, il faut bien analyser les radiographies. Là, si on peut dire que la radiographie est normale. Alors que je vous ai dit, il faut toujours voir la corticale, il y a une réaction périostée, il y a des images lacunaires, et là, c'est un ostéosarcome. Donc, j'arrive à l'arbre décisionnel. Donc, devant un genou douloureux non traumatique, mécanique. Donc, d'abord, on va commencer par le mécanique. Qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, s'il y a un épanchement, il faut faire une ponction articulaire. D'accord? Et bien sûr, les radiographies standards. Si les radiographies sont anormales, l'interligne est pincée, on va un peu le résumer, tout ce qu'on a dit. C'est l'arthrose. Soit fémoro-tibial interne, fémoro-patellaire, fémoro-tibial externe, tout dépend d'eux. Si les radiographies anormales, mais l'interligne est normale. Donc là, c'est l'IRM. Et bien sûr, il va chercher l'ostéonécrose de condyle fémoral, une fracture secondrale, l'ergodystrophie, la chondromatose, la scintigraphie osseuse pour chercher un Paget, une ostéoarthropathie hypertrophiante, une ostéoarthropathie nerveuse. Si les radiographies standards sont normales, donc là, c'est l'échographie pour chercher tout ce qui est tendinopathie, livorsiopathie. Si non, l'IRM, la scintigraphie pour chercher l'ostéonécrose aseptique, l'algoneurodystrophie, fracture secondrale et les lésions méniscales. Et si la douleur est inflammatoire, c'est clair qu'il faut faire une ponction articulaire, d'accord? Et bien sûr, d'abord, c'est l'infection. Premier diagnostic, c'est l'infection, c'est une urgence vitale.
Bien sûr, soit à germe banal, soit le BK, soit le gonocoque. Le gonocoque aussi, il faut penser au gonocoque chez le sujet jeune. Soit inflammatoire, et bien sûr, en fonction de contexte, bien sûr, en fonction de signes accompagnateurs, on va être orienté vers ça ou ça. Soit une polyarthrite, une spondylarthrite, une myélodystie, un B7, connexivite, goutte, chondrocations articulaires. Ou bien, sinon, c'est l'IRM, il faut demander une IRM, radio au TDM, pour voir, justement, faire des diagnostics de chondromatose, de synovite glandulaire et de tumeur osseuse. Voilà. Donc, je termine par l'arbre décisionnel. Je vous remercie. Merci, professeur Bza, pour cet exposé très intéressant. Ma conviction personnelle, vous m'avez laissé sur ma faim parce que là, je découvre que c'est une pathologie pas facile à gérer par un généraliste. Je ne sais pas qui est votre conviction. Au contraire, vous avez parlé de choses que j'ai jamais entendu parler. Et là, je me sens un peu perdue. Donc, qu'en est-il de la salle? Est-ce qu'il y a des questions? C'est l'intérêt de ces présentations. Moi, j'aimerais bien que vous, les premiers schémas, c'est-à-dire cliniques, là où il y a comment faire lorsque le malade pose la main sur. Ah, donc ça, c'est plus intéressant. Oui, c'est plus terre à terre. Je suis parce que vraiment, Anna, j'ai trouvé cet atelier tellement intéressant, mais en même temps, pas trop clair pour moi. Il y a des choses, ça m'a compliqué plus ma vision sur la prise en charge. Non, parce que vous avez évoqué des diagnostics et des choses, et je sens que je me sens dans l'incapacité de gérer toute seule cette pathologie. C'est pour nous facilement prescrire des anti-inflammatoires, des radios à droite à gauche. Mais prendre totalement ce patient, pour moi, j'ai besoin d'autres ateliers et d'approfondir encore mes connaissances. Donc, c'est ça ma conviction. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Docteur Blamou. Merci, professeur Bza. C'est très clair, très riche. J'aimerais poser la question suivante. Sur les médicaments, vous avez parlé de l'isoniazide, mais est-ce que la ciprofloxacine, par exemple, peut donner des douleurs tendineuses? Et dans le contexte actuel, on voit beaucoup de malades qui se plaignent d'arthralgie partout, après le Covid, après le vaccin. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Donc, il faut faire une présentation sur Covid et rhumatisme. Donc, maintenant, on parle beaucoup de ça. Hein. Pour les kénolones, c'est vrai. C'est pour les tendons. Ça peut même occasionner des ruptures tendineuses. Les kénolones, les statines aussi. Il faut faire attention à ces médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle où vous avez respecté le temps? Il vous reste encore 4 minutes. Voilà, donc je suis... Ça y est, tout est compris. Donc, je suis la seule qui n'a pas... Donc, madame. Docteur Hamouda Toulia. Bonjour, professeur. Merci beaucoup pour votre exposé. Je voudrais savoir comment prendre en charge un adulte qui garde toujours, un jeune adulte, qui garde toujours la douleur d'Osgood de Schlotter. D'Osgood Schlotter. Oui. Donc là, le Osgood Schlotter, ça commence, comme on a dit, à un âge très jeune, hein, à partir de 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et tout dépend si c'est probablement c'est quelqu'un qui fait du sport. Voilà. Donc, malheureusement, il doit absolument diminuer l'activité sportive. Le Osgood Schlotter, déjà, la fixation de noyau au début, le noyau d'ossification, il n'est pas fixe. Et donc, ce qui explique que chez l'enfant qui fait du sport en général, il y a le tendon qui tire sur le noyau. Il laisse pas la soudure de noyau avec le tibia. Et c'est des gens qui gardent une tuméfaction, on regarde la tuberosité tibiale antérieure, et si on continue à faire du sport, c'est des gens qui font de temps en temps des poussées, des poussées. Donc il faut explorer, voir, est-ce qu'il n'y a pas une petite rupture de tendon, est-ce qu'il y a, d'accord, donc il faut l'explorer, faire une échographie, et voir un peu l'état du tendon, comment il est. Moi, j'ai une question. En médecine médico-légale, on est confronté à voir des victimes qui étaient victimes d'accidents
et avec impact sur le genou, traumatisme. Malheureusement, ces victimes-là, très rares les gens qui font des radios donc quand on vient faire notre expertise pour un accident qui a eu lieu il y a 3 ou 4 ans, et le malade déjà, à peine s'il vous amène sa pièce d'identité, il vient, on est conscient qu'il a mal, qu'il a un problème, mais quand on lui demande de faire une radio ou il dit, moi je vais rien faire, je peux pas. Et parfois, on est obligé, nous, de statuer sur un truc. Donc oui, sur la clinique. Donc, et la clinique, parfois, on se sent, je sais pas comment dire, culpabilise. Oui. Parce que il nous dit, moi, je ne vais rien faire. Et même parfois, on reporte. C'est-à-dire, à la prochaine fois, il vient, il dit, moi, je peux pas faire la radio. Il est habitué, donnez-moi ce que vous voulez, mais moi, je peux pas faire. Et là, quand je vois toutes ces diagnostics, je dis, parfois, il y a des gens qui passent à côté. Non, mais en principe, là, parce que là, vous allez rester sur le diagnostic de gonalgie. De gonalgie. C'est pas un diagnostic. Avec limitation, ou bien raideur, ou bien. Non, gonalgie, c'est un symptôme. Donc, il faut un diagnostic. Mais la majorité. Pour faire un diagnostic, il faut au moins, des radiographies standards. Mais la majorité, je parle de la majorité, c'est comme ça, sans radio, sans. Et donc, ils seront lésés, en quelque sorte. Docteur. C'est là. Ah, les professeurs, ils restent les derniers. C'est pas grave. Merci beaucoup, oui. Je voulais poser la question de Sehmed. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec elle. C'est avec un grand plaisir, là, que je reçois. Oui, ça m'intéresse, les douleurs du genou. Alors, les collègues, ils seront dans leur cabinet respectif le lundi. C'est-à-dire, ils vont recevoir des malades. Donc, malade qui va se présenter pour une douleur aiguë. C'est-à-dire que si tu peux schématiser de façon très simple. D'abord, le lundi, dans leur cabinet, ils ont un malade ou une malade qui va se présenter pour une douleur du genou. Quelles sont c'est-à-dire comment tu vois l'approche clinique, la première chose. Bien sûr, on va s'enquérir de l'âge. On sait qu'il y a des pathologies qui sont propres à l'enfant, des pathologies propres à la femme, puis après des pathologies qui sont propres à l'homme masculin. Puis après, est-ce que c'est ça ce qu'on demande. Non, mais justement, c'est ce qu'on a fait. La vraie vie. C'est-à-dire, est-ce que c'est une douleur aiguë, c'est une douleur chronique, douleur mécanique, douleur inflammatoire? Que faut-il faire devant une douleur aiguë? Tac, 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 tac. Voilà. Et à quel niveau il faut céder la main, par exemple, à un rhumato ou à un traumato, par exemple. Je dis n'importe quoi. Puis après, par exemple, une douleur chronique, s'agissant d'une douleur inflammatoire, parce que même douleur inflammatoire peut rentrer dans la chronicité. Puis après, vous avez des douleurs, par exemple, mécaniques, mais aiguës. Que faut-il faire? Oui. Tu vois? C'est-à-dire cliniquement, on examine. On va refaire le tapeau. le Schultz. Hein? Non, il peut expliquer facilement, rapidement. Chauffe. L'étape la plus importante, comme j'ai dit, c'est l'interrogatoire. C'est l'étape clé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit chercher? D'ailleurs, en médecine, en général. Hein? Qu'est-ce qu'on doit chercher à l'interrogatoire? La douleur mécanique ou inflammatoire. Première étape. Déjà, on va éliminer est-ce qu'on est devant une pathologie mécanique ou inflammatoire. Le raisonnement est tout à fait différent. Mécanique, elle se présente comment? Et la douleur inflammatoire se présente comment? En deux mots. C'est la douleur mécanique. Douleur mécanique, c'est une douleur qui survient la journée en général. En général, qui réveille pas le patient la nuit, sauf en cas de poussée, qui réveille pas le patient la nuit et qui ne s'accompagne pas de raideur matinale. Je crois ça, je veux pas revenir sur ces définitions. D'accord? La douleur inflammatoire, c'est une douleur qui est nocturne, qui réveille le patient la nuit, en général la deuxième moitié de la nuit. Des patients, ils vous le disent, hein. Je me réveille à 2h, à 3h du matin. Et s'accompagne d'une raideur matinale d'au moins 30 minutes. Hadith, c'est inflammatoire. D'accord? Je crois ça, cette étape, je crois, on est au-dessus de cette étape. D'accord? Donc, si vous arrivez à caser votre patient dans la pathologie mécanique, c'est bien. Donc, vous êtes dans la pathologie mécanique. Pathologie inflammatoire, il lui faut un bilan. Et là, probablement, donc ça, il faut, soit vous faites vous-même le bilan, soit vous l'envoyez à un rhumato. Gonalgie mécanique, on a dit dans les mécaniques, soit, si en fonction, là, on a besoin, est-ce qu'il y a un épanchement? Même douleur mécanique, on peut avoir une poussée congestive d'arthrose. La douleur, elle n'est pas purement mécanique. Ça peut réveiller le patient un petit peu la nuit. D'accord? Quand on a une poussée congestive d'arthrose. Ça s'accompagne d'une raideur matinale. C'est un peu compliqué. Ça peut faire, d'ailleurs, quand on a un épanchement,
C'est pourquoi on fait la ponction articulaire. La ponction articulaire, c'est elle qui va vous dire, ça c'est mécanique, ça c'est inflammatoire. L'interrogatoire, parfois, il est très difficile. En cas de poussée congestive d'arthrose. En général, c'est des gens qui sont suivis déjà pour une arthrose. En général. Mais on pouvait voir quelqu'un, au tout début, il vient vous voir pour une poussée congestive. C'est pas quelqu'un qui est connu. Il peut venir dans un premier temps pour une poussée congestive d'arthrose. Donc là, c'est la ponction articulaire. Mécanique, vous êtes dans le mécanique. Inflammatoire, vous êtes dans l'inflammatoire. Vous allez suivre un peu le raisonnement de l'inflammatoire. Mécanique, ça, il faut faire la radiographie. Comme on vient de faire. Les 3 radiographies. L'idéal. Si on affine bien le diagnostic, l'examen clinique, on peut dire si le patient ne peut pas se permettre de faire les radios, mais c'est l'examen clinique qui doit être fin. On peut dire que c'est la gonarthrose fémoro-tibiale interne. Donc, c'est pas la peine de demander la fémoro-patellaire. D'accord? C'est pas la peine de demander le profil en flexion. D'accord? Si vous êtes devant une gonarthrose fémoro-patellaire, là, absolument, il faut demander l'incidence fémoro-patellaire 45 degrés. Donc, je vois un petit peu le... Oui. Oui. Donc, vous voyez la perplexité de ce que j'ai dit. Il faut faire d'autres ateliers. Là, ولكن شوف, il peut demander tout. ولكن les malades, ils peuvent pas parfois. C'est Ahmed, malade, tu peux pas lui donner tout. L'idéal, c'est de faire tout ce qu'on a dit. L'idéal. Mais il faut travailler en fonction des patients. Donc, oui. Hein. Voilà. Effectivement. Voilà. Normalement, c'est ce qui nous manque. Je pense que c'est ça ce qui nous manque. Il n'y a pas de communication entre nous. Mais normalement, ça devrait. C'est ça. Si on veut donc, avancer. sur ce, nous allons clôturer cet atelier. Nous remercions encore une fois professeur Bza. Certes, comme j'ai dit, je le répète, on doit faire d'autres ateliers. Les choses commencent à s'éclaircir dans notre tête. Chaque fois, on retient une petite chose jusqu'à connaître vraiment la pathologie, mais on sera jamais au même niveau que certains rhumatos bien. Merci, tabarakallah alaikum, shukran. Sur ce, je clôture cet atelier.